Alors, bonjour, bonjour à tous. Je vous fais partager un peu le paysage. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, normalement vous m'entendez bien. Donc, normalement vous m'entendez bien. Donc, je vous fais partager un petit peu le paysage du lieu de vacances. La Corse a ce côté magnifique, c'est qu'elle est restée sauvage. Elle n'a pas été industrialisée. Donc, ce qui fait que même quand des villages vacances comme ceux-ci s'inscrivent, ben, ils s'inscrivent toujours en essayant au maximum de ressembler à se rapprochant de la nature. Voilà. Oh, Manbassa, Meyega, ça va? Voilà. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Non, on est très bien arrivé, on est très bien installé, hein, et quand vous avez une vue comme ça, vous avez forcément l'inspiration, quoi. Donc voilà, voilà. Donc je vous ai mis les sujets que je voulais aborder avec vous. Je vous ai mis les sujets, tac, tac, tac. Alors, donc est-ce que je vous ai mis les sujets que je voulais aborder avec vous? Bonjour Plural Sport. Donc n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à partager. Bon, c'est pas un long live, hein. Voilà, voilà, voilà. N'oublie pas d'aller au McDo. Bah oui, tiens. Je trouve que mon ventre n'est pas encore assez gros comme ça. Il faut que j'y aille. Il faut que je remplisse ça. Il faut que je remplisse ça, quoi. Non, j'irai certainement pas au McDo pour prouver quoi que ce soit à l'autre bonne dame. Déjà, ça va me coûter du temps. Mais je n'ai pas envie d'aller prouver ce que je sais déjà. J'y serais allé si j'avais si je m'étais. Je me serais prêté à l'exercice si je m'étais rendu compte que les éléments que j'avais présentés n'étaient pas convaincants. Je pense que même, ils sont tellement convaincants que même sur sa page, quand les gens prétendent ne pas y croire, ça ne la rassure pas. Donc elle sait très bien. Elle sait très bien qu'elle a pris un coup fatal. Mais je voulais parler quand même de deux personnes qui au début me demandaient de me calmer, qui actuellement sont en train de la pilonner. Donc il s'agit de l'étoile caribéenne qui a fait une vidéo hier pour la fumer. J'ai regardé ça, je crois, quand j'étais dans le bateau. Je l'ai téléchargé en ligne, puisque vous savez que quand vous êtes en pleine mer, vous n'avez plus de connexion Internet. Donc j'ai pu la regarder rapidement, j'ai pu la regarder. Honnêtement, j'ai trouvé le live, j'ai trouvé le live de l'étoile caribéenne très intéressant. C'est pas spécialement parce qu'elle tirait sur McDo HLM, quoi. Mais elle était assez structurée et dans ce live, elle a quand même produit des éléments qui permettaient de justifier sa position. Parce qu'au début du live, elle disait socialement en France, tu ne vaux rien. Et je vais vous dire une chose. Quand je me suis intéressé à elle il y a un mois, je crois 1 mois ou 2 mois quand j'ai filmé l'étoile caribéenne, ben effectivement, quand j'ai voulu l'attaquer sur sa vie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver là-dedans. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas grand-chose à trouver. Son mari, c'est un entrepreneur qui travaille très bien. Et son mari est vraiment issu d'une grande famille de travailleurs. Mais ce qui est marrant, c'est que elle, pour le coup, elle pourrait mettre ça en valeur sur Internet, elle ne le fait pas. Donc vous voyez un peu le contraste vraiment entre quelqu'un qui est vraiment marié à quelqu'un. Je vous dis sincèrement, il y a 2 mois, si c'était que la nana était pourrie, ben, je l'aurais explosé sur Internet, quoi. Ben, je me suis intéressé à son cas. Il y avait absolument rien de dégradant à trouver, en fait. Voilà. C'est une fille qui travaille. C'est pour ça que j'ai rapidement arrêté le fumage. Je ne sais pas m'acharner bêtement sur quelqu'un qui ne représente pas l'image qu'on veut se faire d'elle, quoi. Ouais, Vrassam. En fait, les gens qui affirment sans preuve, c'est les personnes qui ne respectent pas l'intelligence des autres. Parce que je pense que toute personne qui met une phrase, une affirmation sur la table, ne laisse jamais quelqu'un poursuivre un raisonnement quand ça se base sur une affirmation qui n'a pas prouvé. Tu l'arrêtes direct. Tu dis non, non, non. Je n'écoute la suite que quand tu vas me prouver ton raisonnement. Je ne discute pas avec les gens. Ne discute pas avec les gens qui mettent en avant leur imagination et la présentent comme une vérité, en fait, Vrassam. Mais c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais dans le milieu des Camerounais, je suis détesté pour ça. Si bien que quand j'arrive dans des lives, les gens ils savent que dès que je suis dans le panel, ça va être compliqué d'affirmer n'importe quoi. Et ils me détestent pour ça. Parce qu'en fait, leur travail, eux, ils considèrent qu'un débat, c'est un endroit où tu viens, tu parles ta part, je viens, je parle ma part, terminé, ça s'arrête là. C'est comme ça qu'ils voient les discussions sur Internet. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, une discussion, c'est un échange. Tu apportes ce que tu sais et tu prends ce que les autres savent. Tu ne viens pas avec
je crois, tu ne viens pas avec tes croyances que tu vas imposer aux gens pour rejeter les connaissances des autres. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que celui qui est rempli de croyances, en général, se fout complètement du savoir. Alors que je vous ai déjà dit plusieurs fois que la rationalité, il faut discuter avec des gens rationnels. Je ne vous demande pas de discuter avec des personnes qui n'ont aucune croyance. C'est simplement de discuter avec des gens dont la croyance s'aligne aux connaissances établies. C'est ça qu'on appelle la rationalité. Et je vous ai dit, pour mieux vous montrer, pour mieux vous illustrer ce que c'est que la rationalité, prenez un repère orthonormé sur une feuille. Vous tracez la droite qu'on appelle la première bisectrice. Cette droite s'appelle la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. On appelle ça la première bisectrice. Ça veut dire en fait, c'est ce que j'appelle la droite de la rationalité. C'est-à-dire que quand tu prends une croyance, tu la projettes, donc la croyance elle est en ordonnée et la connaissance est en abscisse. Et en réalité, il faut à chaque fois que, quelle que soit ta position sur un des deux axes, sur l'axe de l'ordonnée, que ça s'aligne avec une connaissance sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que quand tu vas projeter parallèlement à l'axe des abscisses, jusqu'à ce que tu croises la première bisectrice, en fait, le projeté doit tomber sur la connaissance. Ça veut dire en fait que tu dois aligner tes croyances sur les connaissances établies. Alors, je prends un exemple très simple. Vous ne pouvez pas préférer une ancienne loi dont on connaît de nombreuses limites, simplement parce que celle-là vous donne raison, et rejeter une loi plus élaborée qui vous donne tort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une ancienne loi qui, par son approximation, vous donne raison. Vous choisissez cette loi, vous vous référez à cette loi-là pour votre position. Et quand on a une loi plus élaborée qui est récente, donc tu dois aligner ta nouvelle croyance à cette nouvelle loi. Et lorsqu'on la découvre, tu décides de ne pas la suivre parce qu'elle contredit tes résultats. Un exemple typique, je prends un exemple, c'est les kémites. Les kémites ont tendance à dire que Cheikh Anta Diop a démontré que les Égyptiens anciens, que les Égyptiens anciens étaient des Noirs. Évidemment, Cheikh Anta Diop s'est basé pour ça, sur ce qu'on appelle un test de mélanine. Donc avant l'ADN, c'était le seul test qu'on avait. Mais ce test est d'une approximation terrible. C'est-à-dire que on n'avait pas mieux, parce qu'il faut savoir que la science évolue en s'améliorant. Quand on n'a pas mieux, on se contente de ce qu'on a. On ne va pas réinventer le monde. Quand on n'a pas mieux, on fait avec la loi qu'on a, malheureusement. Et sur beaucoup de domaines aujourd'hui, les lois ne sont pas complètes. Par exemple, il n'y a pas une loi qui unifie la physique. Ce qui veut dire que quand tu changes de domaine, en fait, tu es obligé de changer de loi, alors que les scientifiques ils travaillent pour chercher une loi qui va unifier tout ça. Que ce soit de la mécanique quantique sur des êtres extrêmement petits, à la mécanique céleste, mécanique relativiste sur des êtres extrêmement lourds et extrêmement rapides. Vous voyez, on cherche une loi qui va permettre d'unifier ça, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise la même équation pour décrire le mouvement d'une particule que pour décrire une bagnole ou alors pour décrire un objet céleste. Malheureusement, vous voyez très bien que si la mécanique certes d'Einstein permet de décrire le mouvement d'une voiture, sauf que l'équation est très complexe et la valeur ajoutée par rapport à l'équation de Newton n'est pas perceptible. C'est pour ça qu'on a décidé que lorsqu'on a une vitesse qui est inférieure à 10% de la vitesse de la lumière, la mécanique de Newton marche. Celle de la mécanique de Newton cesse de marcher dès lors qu'on est près d'un corps massif ou alors qu'on va à des vitesses qui dépassent 10% de la lumière. Donc c'est les deux conditions pour lesquelles la mécanique de Newton ne marche plus parce que le temps n'est plus absolu au-delà de cette valeur-là. Le temps n'est plus absolu. Alors la mécanique de Newton fonctionne avec un temps absolu. Au-delà de 10% de C ou d'un corps extrêmement massif, eh bien le temps n'est plus absolu. Et donc Newton ne permet pas de décrire le mouvement. C'est un exemple par exemple de Mercure. Tous les planètes autour du Soleil sont facilement descriptibles par la mécanique de Newton, sauf Mercure, dont la trajectoire a une bizarreté que la mécanique de Newton n'explique pas. C'est-à-dire que autant les trajectoires des autres planètes sont des ellipses fixes, la trajectoire de Mercure est une ellipse tournante autour du Soleil. Et il n'y a que la mécanique de Newton, il y a que la mécanique d'Einstein qui permet de l'expliquer. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le corps le plus proche du Soleil. Donc il subit plus fortement la gravité du Soleil que les autres planètes. Et par conséquent, il y a ce qu'on appelle le ralentissement du temps. Donc dès lors que le temps n'est plus absolu, ben, vous ne pouvez plus utiliser Newton. Mais sinon, sur la plupart des cas, ça marche. Maintenant, au niveau des particules subatomiques, on ne peut pas utiliser la mécanique classique, on ne peut pas utiliser la mécanique d'Einstein, on est obligé de passer avec l'équation de Schrödinger et la fonction d'onde. Vous voyez donc, on cherche à unifier, les gens travaillent dessus tout le temps, mais comme on n'a pas un modèle, comme on n'a rien de mieux, on a un modèle, on a 3 modèles pour pouvoir expliquer tout ça, alors que l'idéal serait d'avoir un seul modèle qui explique tout. Bon, on travaille tout le temps dessus. C'est pour ça que
quand vous voyez des kémites qui préfèrent affirmer les travaux de Cheikh Anta Diop, alors qu'en réalité, les nouvelles connaissances ont démontré le contraire. C'est-à-dire que l'utilisation de l'ADN a montré de façon absolue et de façon, de façon indubitable, hein, comme si je peux dire, que l'Égyptien d'aujourd'hui, que l'Égyptien des années d'il y a 5000, 6000 ans, ressemble à l'Égyptien d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les Égyptiens d'aujourd'hui ne partagent que 2% de leur patrimoine génétique avec l'Afrique noire. Par conséquent, ces travaux étaient imprécis. Et on le savait, hein, parce que là où je suis en Corse, vous testez le taux de mélanine d'un Corse, vous le comparez à celui d'un Russe, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fort écart, si bien qu'en l'absence de comparaison de base, vous êtes capable de conclure que le Russe est un blanc et le Corse est un noir. Et ça, c'est des erreurs des travaux de notre ami, comment il s'appelle, Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, la plupart des personnes que j'ai vues, contre qui j'ai débattu sur ces questions-là, pensaient qu'on décrivait la race d'une personne avec un test de datation au carbone. Et moi, j'avais qu'une seule question que je leur posais. Est-ce que je peux utiliser la datation au carbone pour dater mon grand-père? C'est des questions pièges parfois simples, hein, qui sont simples pour vérifier si quelqu'un sait de quoi il parle. Parce que les gars te disent datation au carbone, blablabla, ils vont dans des panels. Ils ont l'habitude d'avoir en face d'eux des personnes qui ne sont pas calées. Eux, comme ils ont lu le livre de Cheikh Anta Diop, comme ils balancent ce genre de termes, ils passent du coup pour des gens qui savent de quoi ils parlent. Et le mec, ils utilisaient les termes de datation au carbone. Moi, quand je pose la question à quelqu'un, est-ce que je peux utiliser la datation au carbone pour dater mon grand-père? En général, ils répondent oui. Parce qu'ils croient que la datation au carbone permet de donner l'âge de quelque chose. Ils ne comprennent pas que la datation au carbone ne marche que sur un organisme mort. C'est le principe de la datation au carbone qui l'impose. Ça ne marche que sur un organisme mort. Pourquoi on parle de datation au carbone? Parce que dès lors qu'un organisme, quand on est vivant, comme vous voyez là, notre taux de carbone le taux de carbone que nous avons, le taux de carbone 14 que nous avons dans le corps, s'équilibre avec le taux de carbone 14 qu'il y a dans l'atmosphère. D'accord? C'est-à-dire qu'en l'instant T là, si le taux de carbone 14 dans l'atmosphère, disons que c'est 3%, eh ben, dans mon corps, je vais avoir le même taux. Je vais avoir un taux de carbone de 3%. Ce qui se passe, c'est que quand je meurs, ce taux de carbone 14 diminue suivant ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Ça diminue. Et il suffit, par exemple, de comparer, si vous connaissez la loi de décroissance exponentielle, il vous suffit, par exemple, de relever mon taux, que vous comparez à celui de l'atmosphère, pour savoir quand est-ce que je suis mort. Voilà. Donc, avec la datation au carbone, on ne peut pas comparer, on ne peut pas dater un être vivant, on ne peut que dater un être mort. Mais vous savez, la prochaine fois que vous allez tomber sur un kémique qui vous parle de datation au carbone, posez-lui la même question, il tombera directement dans le piège. Il va vous dire oui. Parce qu'il ne savent pas de quoi il est question, il ne saura même pas t'expliquer ce que c'est, mais pourtant il vient t'imposer avec autorité les résultats chez Anta Diop. Non, ces résultats n'ont pas servi à déterminer la race des Égyptiens ou pas. C'est un test de mélanine qu'il a fait. Et au jour d'aujourd'hui, tous les tests ADN qu'on a opérés sur les momies égyptiennes contredisent ce test-là, c'est tout à fait normal. Et le test ADN est de loin le plus fiable. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme si j'avais, je sais pas moi, supposons que j'ai Fabien Choumi, qui est le père d'un enfant qu'Irène Kenny a porté. J'aime bien prendre les noms des gens qui sont dans mon live. Hein. Supposons que nous avons Fabien Choumi, qui est le père d'un enfant qu'Irène Kenny a porté. Ben, en fait, donc lui, il a des doutes, il fait un test de groupe sanguin. Il se rend compte que le groupe sanguin de l'enfant est compatible avec son groupe à lui et le groupe de sa femme. Et donc, il conclut que l'enfant est probablement le sien. En fait, vu qu'ils ne sont pas souvent prudents dans leurs conclusions, il va conclure que l'enfant est le sien. Et maintenant, demain, je fais intervenir Evra, qui nous fait un test ADN sur l'enfant. Et il fait le test ADN. Le test ADN conclut que ce n'est pas l'enfant ce n'est pas l'enfant de, j'ai dit oublié le nom, c'est pas l'enfant de Fabien. Que c'est pas l'enfant. Excusez-moi, pardon. Partagez, parce que j'ai des gens qui coupent là de temps en temps. Partagez, bombardez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que du coup, les gens sont en train de casser le live. Et je sais que quand c'est un peu sérieux comme ça, vous savez que même si je fais un live pour le Japap, dès que j'ai l'occasion de faire une petite intermède sérieux, je le fais forcément. Ceux que ça saoule peuvent partir. Je sais que, voilà, ceux que ça saoule peuvent partir. Mais dès que je commence à parler de science, je suis en roue libre. Donc, je reprends l'exemple. Donc, on a Fabien Choumi qui a eu un enfant avec Irène Kenny. En tout cas, il croit qu'il a eu un enfant avec Irène Kenny. Dans un doute quand même, puisqu'on lui a sûrement dit qu'on a vu Irène traîner du côté de chez Kikinette, bah, il dit, oh, on sait jamais, hein, on sait jamais. Même si le gars a une petite Kikinette, mais vu qu'il est quand même beau, et qu'il a un bindiron, sanga peu flanché, on sait jamais. Donc, il fait un test ADN, et il se rend compte que son groupe sanguin et celui du groupe de sa femme est compatible avec celui de l'enfant. Donc, cet enfant peut très bien provenir de eux deux. Parce qu'il y a des groupes sanguins de l'enfant qui excluent d'emblée qui est le père. C'est un test qui est discriminant. Il est plus fiable pour dire quand vous n'êtes pas le père que pour dire quand vous êtes le père. C'est un test discriminant en fait.
le test de groupe sanguin ne peut être fiable que si c'est pour dire que vous n'êtes pas le père. Mais si par contre, il ne peut pas dire à 100% que vous êtes le père. Il peut simplement vous dire à 100% que vous n'êtes pas le père, mais il ne peut pas vous dire si vous êtes le père ou pas. Si le test est concluant, ça ne veut pas dire que tu es le père. Par contre, si le test n'est pas concluant, de façon définitive, l'ADN ne pourra que le confirmer. Donc c'est un test dont on sait où il est fiable pour dire que vous n'êtes pas le père. Voilà. Si le groupe sanguin de l'enfant n'est pas compatible aux deux parents, d'emblée on peut dire que vous n'êtes pas le père, il n'y a pas de problème. Mais supposons, vu que la chance de compatibilité est beaucoup plus forte, les gens qui ont le groupe sanguin du père dans la société sont énormes, il y en a plein. Donc ça peut être quelqu'un qui a le même groupe sanguin que le père. Donc supposons donc qu'on fait ce test-là, Fabien Choumi se rend compte qu'en fait, les résultats sont tels que lui peut être le père. Il s'en satisfait, il est content, il dit « Ah, c'est Momouna ». Et un matin, vous avez Evra qui dit bah, « Attendez, c'est quand même trop bizarre là. Tu as fait le test de ton père, Fabien, de paternité. » Fabien dit « Oui, oui, j'ai fait le test. » Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Bon, c'est bon. Donc voilà, excusez-moi, les gens sont en train de perturber le live là. Donc si ça dérange, je vais couper, je vais relancer d'ici une petite heure. Donc il n'y a pas de souci. Si ça dérange beaucoup, je vais couper, je vais relancer dans une heure. Donc je disais tantôt que vous avez donc Evra qui demande à Fabien, tu as fait le test? Fabien dit oui, j'ai fait le test. Et il dit ben, qu'est-ce qu'a conclu le texte? Ben, il dit le texte a conclu que je suis le père. Il dit mais tu as fait quel genre de test? Parce que quand je regarde ton mona là, il a un peu trop la tête de kikinette, donc j'ai vraiment un doute. Le mec lui dit test de groupe sanguin. Il dit ah mais ça c'est pas fiable, ça attends, je vais faire le test ADN. Et donc il fait le test ADN conclut que Fabien Choumi n'est pas le père de l'enfant. Mais Fabien, qui n'est pas rationnel, décide en fait de dire les gars, non, ton test ça c'est de la merde. Je rejette ton test, je préfère croire au test de groupe sanguin. Voilà. C'est donc ça être irrationnel. C'est donc ça l'irrationalité. C'est de ne pas aligner tes croyances à tes connaissances. C'est-à-dire que les connaissances établies montrent que désormais, pour établir la paternité d'un enfant, le test ADN est de loin plus fiable. Je dis bien de très loin plus fiable que tout ce qui existe. Alors probablement dans 1000 ans, il y aura peut-être un autre test encore plus fiable que le test ADN, j'en sais rien, mais à l'heure qu'il est, pour faire mieux, en tout cas il n'y a pas mieux que le test ADN. Donc on utilise une méthode qui est beaucoup plus sophistiquée, qui arrive à une conclusion qui ne te plaît pas, tu décides de la rejeter pour faire confiance à une ancienne méthode. Voilà. C'est ça l'irrationalité. C'est un peu comme si tu dis, je préfère le cabriolet de mon grand-père parce que j'aime mon grand-père. Et je dis, le cabriolet, vous savez, des années 1800, allait maximum à 40 km/h tout au plus. Et tu décides en fait que ce cabriolet est plus performant qu'une Porsche Cayenne de 2024, quoi. On dit, ben, comment ça se fait? Tu dis, ben, parce que c'est comme ça. C'est ça l'irrationalité, en fait. Tu n'alignes pas tes croyances aux connaissances qui existent. Voilà. Donc, ne discutez pas avec des gens qui sont irrationnels, ça ne sert à rien. Dès que vous repérez que quelqu'un est irrationnel, vous arrêtez la discussion. Vous allez perdre votre temps. S'il faut même donner lui raison, moi, je les fume et je les vire direct. Je leur donne, je perds pas le temps avec eux. Voilà. C'est pas, ça sert à rien, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a ni pour toi ni pour lui. Parce que pour un échange, il t'apporte ce que tu sais, tu lui apportes ce que vous savez. Vous pouvez discuter autour des éléments qui font débat. Mais à la fin, comment dirais-je? Mais à la fin, il faut quand même que chacun en tire un bénéfice, quoi. Et avec des personnes irrationnelles, il y a zéro bénéfice parce qu'il va t'imposer sa croyance qui ne repose absolument sur rien. Il va rejeter toutes tes connaissances. Et voilà. Et donc, je ne vois pas ce que tu vas faire. Tu ne peux ni obtenir de lui, ni lui apporter quelque chose. La discussion ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas perdre le temps là-dessus. Et c'est pour ça que je coupe la parole directement quand je repère que vous êtes irrationnel. Si vous venez là, vous me dites que le test du groupe sanguin est plus performant que le test ADN. Pourquoi il faut que je vous écoute? Je vais vous interrompre tout de suite. Voilà. Donc voilà, je trouve que le live il est un peu trop attaqué. Je vais peut-être vous donner rendez-vous dans une heure parce que je voulais parler de 3 sujets. De l'étoile caribéenne qui fume McDougall, de Patricia Gemel qui fume McDougall. Donc Patricia Gemel, dont je vous ai dit ici il y a quelques jours, que par rapport à ses positions chez Marlène, je l'ai un peu trop durement jugé là-dessus. Je crois que ça part d'une bonne intention. Et que même quand on n'est pas d'accord avec une personne, on a quand même l'obligation de comprendre ses motivations et de partir de ses motivations pour la juger. Ça s'appelle le principe de charité. Je l'ai jugé avec la réaction que j'aurais attendue d'elle, ce qui n'est pas forcément normal. Donc je reconnais que j'ai un peu été dur avec elle de façon inutile. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle. Hein. Non. Simplement, je l'ai jugée sans comprendre. J'ai pris une position sans comprendre pourquoi elle voulait faire. Là, j'ai mieux compris ce qu'elle voulait faire. Et donc, je peux donner une nouvelle position là-dessus, en basant de ce qu'elle voulait faire. Ça s'appelle tout simplement le principe de charité. Étant donné que le live est un peu attaqué, je vais couper le live. Et je vous donne rendez-vous d'ici 1h, 1h30 à la même position.
Et ben, je vous souhaite. Donc, on parlera de l'étoile chrétienne, on parlera de Patricia Gemel et on parlera de la paraphrénie. C'est un terme que la cousine de Barlène, qui se trouve avec ma copine, m'a appris grâce à sa formation dans le domaine de la santé. C'est une propension à croire à n'importe quoi. Et je pense que on y est. Alors, non, Georges, je ne réponds jamais aux questions du comment expliques-tu. Si tu penses qu'il y a un lien, c'est à toi de l'établir, mon ami. Ça ne marche pas avec moi. C'est comme ça que vous avez souvent trop piégé les gens avec vos discussions, Corleone. J'espère que tu seras là tout à l'heure quand je vais relancer le live. Mais je vais relancer le live tout à l'heure et je vais commencer par ton commentaire. Tu comprends? Je vais partir de ton commentaire pour illustrer l'ensemble. Mais ça sera la troisième partie du sujet. Parce que j'ai l'impression que le live est énormément attaqué. Ben, les gens ne mettent pas les cœurs. Et ça ne fait que s'interrompre chez moi. Donc je ne sais pas si ça marche bien chez vous. Mais ça s'interrompt chez moi tout le temps. Pourtant, j'ai encore rien dit de mal. Hein, donc voilà. Bien évidemment, je vous souhaite tous un bon dimanche. Mais les questions qui commencent par comment tu expliques-tu, Georges, c'est les questions de complotistes. Donc quand tu commences comme ça, je te prends pour sérieux. Parce que moi-même, je pourrais faire la même chose. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça? Quand moi, je crois en quelque chose, c'est à moi de l'établir. C'est à moi de l'établir. Si tu penses qu'il y a un lien entre l'art égyptien et les Égyptiens, blablabla, c'est à toi de venir dire, voilà, je pense qu'il y a un lien parce que, blablabla, tu donnes ton explication. Comment expliques-tu? Je vais te dire, je n'explique rien, c'est à toi d'expliquer, mec. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas l'expliquer que ça veut dire que toi tu as raison. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je vous donne rendez-vous d'ici une petite heure. Le temps pour moi de charger mon téléphone. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le téléphone ou le téléphone est chaud. Parce que j'ai été toute la journée près de la piscine qui est juste là-bas dans le fond. Vous voyez bien la piscine. Donc il est possible que c'est ça qui perturbe le téléphone. Donc je vous donne rendez-vous pour les 3 sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ici une petite heure. À très bientôt. Bye bye.